salue tout le monde en titre qualité IPRAD. Une salutation spéciale aux collègues du ministère de l'Éducation, particulièrement le directeur à l'enseignement supérieur et recherche scientifique. Et je salue les recteurs des universités publiques en région qui participent à cette rencontre en ligne. Je salue la représentante de l'Université d'État d'Haïti qui a été présente dans le cadre à cette séance. Et je salue aussi les recteurs des universités privées qui sont là avec nous, que ce soit le docteur Visionnaire Numéro de l'UNICAD, qui est un collègue à nous, un collègue partenaire du ministère de l'Éducation. Je salue aussi les amis de la représentation de l'UNESCO en Haïti. Je salue les amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne qui sont là pour couvrir cet événement. Et puis, le ministre de l'Éducation, le professeur Augustin Antoine, s'est excusé. Il ne peut pas être là à un jour pour participer à cette séance, pour l'ouvrir ces 2 journées d'atelier sur la revue sectorielle du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, parce qu'il devait intervenir sur les ondes de métropole pour continuer avec son diagnostic sur le système éducatif haïtien qui est un peu très accablant. Et je profite de cette tribune qui m'est offerte ce matin en tant que directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour remercier les autres autorités de l'État de la confiance placée en moi de m'avoir promu après 30 ans de service comme DG au ministère de l'Éducation nationale. Et j'en profite aussi pour remercier et féliciter les collègues de l'UNESCO pour cet accompagnement. Un accompagnement de type financier et qui va nous permettre de réaliser cet atelier. Il faut dire que l'UNESCO, c'est une organisation supranationale du système des Nations Unies et pour laquelle nous avons un certain favoritisme, puisque j'étais poussé d'État dans le cadre de la coopération Haïti avec l'UNESCO à l'IPE, Institut international de planification de l'éducation, qui est une agence de l'UNESCO qui se spécialise en matière de planification et gestion de l'éducation. Évidemment, j'ai un mot spécial pour notre instructeur du temps où j'étais à l'IPE à Paris, c'est le docteur Katim Sina, un docteur sénégalais qui nous avait accueillis et qui a une certaine admiration pour les collègues haïtiens, pour les stagiaires haïtiens. J'ai un mot spécial aussi pour notre collègue de l'école normale supérieure, c'est Jacques-Yvon Pierre, qui avait prêté ses services pour la réalisation de la revue sectorielle du plan décennal, mais il a été victime d'un accident cardiovasculaire et puis heureusement il s'est rétabli petit à petit. Mesdames, Messieurs, il faut dire que ce matin, je suis là juste pour la revue sectorielle conjointe en lien avec le plan décennal d'éducation. On sait déjà que le plan a quelques 4 grands axes sur lesquels le ministre intervenait sur les zones de métropole
c'est la question de l'accroissement de l'accès, permettre à ce que tous les enfants qui sont donnés à l'école soient effectivement à l'école à un horizon et pas tout l'accès des enfants au scolaire, l'accès des enfants au fondamental, l'accès des enfants au secondaire, l'accès des jeunes à l'enseignement technique et professionnel et pourquoi pas à l'enseignement supérieur. Et même, on sait déjà que le secteur est géré par une approche dualiste, l'aspect formel et l'aspect non formel. Ça veut dire que l'État travaille pour si tout le monde peut avoir accès à un enseignement de qualité. Évidemment, et ce matin, ce qui nous concerne au premier chef au niveau de la République sectorielle, c'est bien le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Dans une thématique didactique, je voulais dire rapidement 3 choses, comme je disais tantôt à des collègues dans le cours, le temps n'est plus un discours, il faut passer de l'abstrait au concret. Évidemment, lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur en Haïti, il faut bien qu'on le comprenne. L'enseignement supérieur regroupe l'Université d'État d'Haïti et ses facultés. Sciences humaines, faculté d'anthropologie, faculté de médecine, etc. Mais il y a aussi des instituts supérieurs, des écoles supérieures, et sans oublier des entités qui se rattachent à des ministères, que ce soit CTPEA, que ce soit INATS, que ce soit PNST. D'accord, sur des entités qui se rattachent à des ministères. CTPEA, c'est pour la planification, on s'en souvient. INATS, c'est pour la culture. PNST, c'est pour le ministère de l'éducation. Et lorsqu'on parle encore de l'enseignement supérieur, il faut penser aux différentes universités publiques en région, les UPTR, parce que le ministère voulait accroître l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur. C'est pour ça que le ministère implante des UPTR à travers les départements d'éducation. Il y a aussi les universités privées au nombre de plus de 200. C'est important. Le secteur privé est appelé en quelque sorte à la ressource de l'État en matière d'offres d'université. Et deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention en termes de radiographie, c'est la question de gouvernance. Et ça devient par la suite un élément de transversalité de récurrence. Tout le monde soutient que l'enseignement supérieur en Haïti est confronté à des problèmes de pilotage, à des problèmes d'administration, à des problèmes et de gestion. Mais je vais attirer votre attention, et d'ailleurs j'ai écrit, parce que moi je suis écrivain, j'ai écrit dans mes ouvrages pour dire que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, les bonnes pratiques, à part de la question de décentralisation, à part la question de déconcentration et même la question de privatisation, il y a 3 éléments essentiels. C'est bien la question du cadre légal. Parce que le secteur est représenté par des normes, par des textes de loi, des décrets. Le dernier décret en date, c'est bien le décret de 2020 qui régule l'enseignement supérieur en Haïti. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il y a la question aussi de base de données statistiques. Le ministère est en train maintenant de recenser tous les centres scolaires, toutes les écoles fondamentales, toutes les écoles du secondaire, et le ministère va s'enquêter, va s'enquérir des informations sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur en Haïti. Parce que l'élément important, c'est que nous voulons doter
le secteur éducatif haïtien d'une base de données modélisée autour des élèves, des étudiants, des écoles, des universités, des facultés et des étudiants, etc. C'est une base de données bien modélisée parce que toute chose restant égale par ailleurs, par chiterie, par tous, parce que s'il n'y a pas une bonne gestion, un bon pilotage s'appuyant sur une base de données, des données fiables et opportunes pour la prise de décision, eh bien, on ne peut pas arriver ni à l'efficacité, ni à l'efficience des programmes projets s'inscrivant dans le cadre du secteur éducatif et particulièrement le sous-secteur de l'enseignement supérieur. À part la question du cadre légal, à part la question du base de données, il y a un élément important. L'élément important, c'est suivre l'évaluation des projets et programmes sous forme de politique publique, de grande politique publique. Il faut faire le suivi. Et pour faire encore le suivi, il faut avoir des indicateurs à suivre. C'est extrêmement important. Et autre chose encore, c'est la question de qualité. Figurer dans le plan, la question de pertinence des programmes de l'enseignement technico-professionnel, de l'enseignement supérieur. Parce que l'enseignement supérieur et la formation professionnelle sont très importantes pour l'État et pour les familles. Parce qu'on a mobilisé beaucoup de ressources pour réaliser la formation de ces gens-là. Voilà pourquoi l'enseignement supérieur et la formation professionnelle doivent être pertinents. C'est important. Ça veut dire quoi? Il faut arriver à l'amélioration de l'adéquation formation-emploi. La formation de nos diplômés, de nos salariés, devrait être en congruence avec les besoins du pays, voire répondre aux attentes du secteur moderne de production et de services, afin de pouvoir diminuer le taux de chômage. Parce que la grande question doit se poser pourquoi les parents envoient-ils leur progéniture à l'école? C'est pour qu'au terme de leurs études, ces enfants-là puissent trouver un emploi pour leur permettre de gagner leur vie. Mesdames et messieurs, pour terminer, c'est que nous travaillons au niveau du ministère afin de voir dans quelle mesure on peut avoir un sous-secteur de l'enseignement supérieur qui soit vraiment valable, qui soit vraiment, et je dis encore, efficace, pour parler d'une meilleure efficacité externe du secteur. Les gens qu'on déverse. Et en fin de compte, moi personnellement, j'aurais aimé à ajouter cette chose-là, c'est qu'il faut voir de quelle mesure on peut avoir des campus universitaires regroupant des facultés de lettres, faculté de sciences morales, tout ça, sciences morales, faculté de lettres, mais aussi des facultés de sciences dures, de sciences exactes. Je veux parler, à part de philosophie, mais il y a pas une chose, pour les sciences morales, tout ça, à part de la philosophie, les lettres, machin, etc. Mais il y a des facultés de sciences exactes, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, etc. Et surtout, nous vivons maintenant dans un champ numérique, à l'ère de la révolution cybernétique et aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, je vous en remercie. Merci DG et merci aux représentants de